Bonsoir à tous chers amis et bienvenue sur Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France comme tous les soirs de 19h à 20h et les voix de l'environnement en particulier comme tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 avec moi autour de cette table ce soir Morad Aïtabouche, réalisateur de la série C'est le temps pour la planète sur France 5 et vice-président du syndicat des agences de presse. Bonsoir à vous mon cher Morad. Bonsoir Jean-Marie. Nous sommes également en direct avec Henri Landès, cofondateur de la fondation Landestini. Bonsoir Henri. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir Morad. Allez, on va parler, tiens, une fois n'est pas coutume, des écologistes ce soir. Est-ce qu'ils sont en train de se radicaliser? Je ne parle pas des partis politiques, là, c'est encore autre chose. On parle d'organisation, justement, tiens, dont je vais vous faire écouter quelques faits d'armes dans quelques instants sur Sud Radio. Un collectif anonyme qui appelle d'abord à dégonfler les pneus des voitures SUV. Vous savez, c'est l'espèce de faux 4x4 qu'il y a en ville. Ce collectif s'appelle La Ronce. Il a appelé effectivement à dégonfler de manière plus ou moins sauvage les pneus au motif que les SUV, ça pollue plus que les autres. Alors devant la menace de plainte, La Ronce a renoncé cette semaine à changer de cible et s'est retourné contre, tenez-vous bien, les boîtes de sucre dans les supermarchés. Le collectif qui appelle à enlever les bouchons des boîtes de sucre pour les rendre invendables. Écoutez. Nos amis sucrés perdront leur chiffre d'affaires. Ils auront hâte d'abandonner les néonicotinoïdes. Nous refusons d'appeler la dégradation de ces emballages du gaspillage, quand on connaît la dégradation sur le vivant que constitue l'utilisation des néonicotinoïdes tueurs d'abeilles que l'industrie de la betterave à sucre s'obstine à utiliser. Bon, je vous fais le lien qui a déjà été fait d'ailleurs dans cette vidéo entre les néonicotinoïdes, ce sont les pesticides qui sont utilisés notamment pour les betteraves, ça vient d'être réautorisé sur dérogation et ils accusent justement le collectif La Ronce, le lobby du sucre et les grandes marques de sucre d'avoir poussé justement pour la réautorisation sur dérogation de ces néonicotinoïdes. La Ronce qui appelle à renouveler cette opération anti-sucre tous les 3 jours, qui appelle aussi à s'en prendre aux trottinettes électriques avec de la glu, parce que la fabrication des trottinettes électriques, elle pollue. Vous avez un autre collectif, Henri et Morad, qui a fait parler de lui, qui est un peu plus connu d'ailleurs, et qui se veut radical lui aussi. Extinction Rébellion. Dernière action en date, c'était une occupation juste devant le ministère de l'écologie cette semaine. Vous êtes complice et auteur de ce qui est en passe de devenir le plus grand crime contre l'humanité. Aujourd'hui, le constat des scientifiques est sans appel. Le scénario que nous suivons prédit la mort potentielle de milliards de personnes d'ici la fin du siècle. Bon, et évidemment, l'occupation de la rue devant le ministère a été délogée au bout de quelques minutes par les CRS, ils étaient plusieurs dizaines. Complices de crimes contre l'humanité. C'est pas radical, ça, Morad Aïtabouche, pardon. C'est très exagéré. Il faut une alerte, il y a une vraie urgence climatique. De là à parler de crimes contre l'humanité et de la mort de milliards de personnes, je pense qu'on exagère énormément. Et ça brouille parfois le message, un message parfois qui est très juste, c'est-à-dire que là, clairement, il va falloir lutter contre un certain nombre, aujourd'hui, l'utilisation des néonicotinoïdes. Évidemment qu'il faut lutter contre ça. Lutter contre les SUV, je ne sais pas si dégonfler les pneus, les SUV, je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce qu'en fait, les utilisateurs de SUV, ils sont un peu, on l'avait dit il y a une quinzaine de jours, les victimes d'une publicité qu'on matraque tous les jours. C'est vraiment du matraquage. Bon, voilà, ils achètent un SUV, c'est un peu dommage. Pour autant, on ne va pas non plus les rendre responsables de tous les maux de la Terre. Non, on va surtout faire un petit rappel à la loi quand même. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils ont reculé. C'est-à-dire que si vous dégonflez le pneu de la voiture d'un particulier, vous avez soit dégradation du bien d'autrui, soit, dans le pire des cas, mise en danger de la vie d'autrui. C'est-à-dire que si le type qui possède le SUV prend la route à toute vitesse et qui ne s'est pas rendu compte que le pneu était en train de se dégonfler, il peut quand même se planter méchamment. Est-ce que vous croyez que ça nuit à la cause écologique, Henri Landès, ce genre d'action? Certaines actions nuisent à l'action écologique, mais souvent ce qui se passe, c'est au moins un débat s'ensuit sur la question de l'automobile, de sa place en ville. Donc, dans le meilleur des cas, on va avoir au moins un débat sur l'usage des SUV dans les zones urbaines, ce qui peut être positif. Je ne suis pas favorable à ce que nous dégonflions les pneus de SUV. Je pense que la plupart des mouvements écologistes n'ont pas basculé justement dans dommager des objets et encore moins dans la violence. Historiquement, c'est pas ces mouvements-là qui deviennent les plus mouvementés d'un point de vue violence, encore une fois. Donc,
c'est dommage que ceci arrive. Je comprends qu'il y a une frustration telle avec des reculs sans cesse et une science qui devient de plus en plus évidente sur le fait que nous allions dans le mur en ce qui concerne la préservation de la biodiversité et le climat. Extinction Rébellion, je trouve c'est intéressant parce qu'ils font de l'occupation et donc ils ne basculent pas dans la violence. Donc je trouve qu'il y a une différence à avoir entre ces actions de la RONCE et Extinction Rébellion. Après, je comprends pourquoi la RONCE se dit à un moment donné, il y en a ras-le-bol. Mais aller faire du dommage au matériel et aux objets, à la nourriture, c'est du gaspillage. Oui, c'est gênant. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est juste occuper et manifester de la manière la plus paisible possible, mais la manière la plus percutante possible. Alors, il y a eu aussi parfois des actions de squat, d'extinction rébellion. Il y a quelques semaines, notamment à Conflans-Sainte-Honorine, un bâtiment public qui était plus ou moins désaffecté, mais qui allait être construit. Les habitants l'avaient d'ailleurs très mal pris. Au-delà de ça, après, si on fait un peu d'histoire de l'écologie, ça vous passionne tous les deux, on peut aussi avoir en mémoire quelques actions qui sont de fait illégales, mais qui avaient fait énormément de bruit. Rappelez-vous José Bové qui démonte un McDo, Morad. Oui, il démonte un McDo. Pourquoi ? Pour dénoncer en fait l'utilisation du bœuf dopé aux hormones. On rappelle, c'est illégal quand même. Allez pas démonter le resto que vous n'aimez pas malgré tout. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, McDo s'est engagé dans une démarche, dans une transition alimentaire, et que ce bœuf qui était dopé aux hormones, qui nous arrivait des États-Unis le plus souvent, eh ben heureusement, quand on va au McDo, et je ne conseille pas d'aller au McDo, on l'a vu un film Burger Size Me qui était extraordinaire parce Super que justement Size Me, on voyait Super Size Me, on voyait à quel point effectivement ça pouvait être dommageable pour la santé des consommateurs. On n'est pas obligé d'y aller tous les soirs et tous les midis non plus, effectivement. Non, mais c'est vrai que José Bové à l'époque avait avec la Confédération des paysans ouvert une voie sur l'idée qu'il faut aujourd'hui être capable de dire non à la junk food, non à la pourriture, à la nourriture. Je crois que le mot que vous cherchez, ça s'appelle malbouffe. En bon français, d'ailleurs, c'est un mot qui avait été inventé presque à cette époque du démontage. Oui, c'était il y a 21 ans. Il faut quand même se rendre compte que c'était. Tout ça pose une question, qu'on soit écolo ou pas d'ailleurs, ou qu'on se croit écolo ou pas d'ailleurs. On n'est pas là pour appeler, en tout cas moi, à prendre parti pour les uns ou pour les autres. En revanche, c'est vrai que parfois vous avez des actions qui font naître un mouvement, qui éveillent parfois aussi, qui lancent le débat et qui sont de facto illégales. On pourrait presque comparer Extinction Rébellion dans le modus operandi aux Gilets jaunes. L'occupation d'un rond-point, au début, je ne parle pas des manifestations qui avaient parfois dégénéré. L'occupation d'un rond-point, en théorie, c'est illégal. C'est ce qu'avaient fait en novembre, justement, les Gilets jaunes. Et à côté de ça, il y avait eu un énorme mouvement social qui s'était lancé. Donc, où est-ce qu'on s'arrête ? Où est-ce qu'on commence, si vous voulez, quand on veut éveiller les consciences pour sa propre cause, Henri Landès ? C'est quoi la limite à respecter ? C'est intéressant parce que si vous me demandez qu'est-ce qui est le seuil à ne pas dépasser, pour moi, c'est pas la question de la légalité. Parce qu'effectivement, ce qu'ont fait les Gilets jaunes, techniquement, ça pouvait être illégal dans certains cas. Et pour moi, Extinction Rébellion suit, comme vous le dites, il y a des similarités dans leur façon d'agir. À un moment donné, dans la société, on a besoin de bouger les lignes. Et parfois, si ça veut dire aller dans l'illégalité, on peut le comprendre. En revanche, la violence et la violence que ce soit envers des personnes ou des objets ou du matériel, là, je trouve que c'est le seuil à ne pas dépasser. Donc là où il y a une différence entre la RONCE, justement, et Extinction Rébellion. Alors après, il y a aussi des squats. Mais Extinction Rébellion, pardon, Jean-Marie, il y a des formations. Pas que c'est juste deux organisations qui sont séparées, c'est leur action, ces actions précises que vous avez mentionnées. Justement, vous prenez les deux exemples que je vous ai donnés, exactement. Extinction Rébellion, pour leurs militants, ils organisent des formations à la désobéissance civile et aux actions non violentes. C'est quand même important. Et d'ailleurs, quand personne n'a dit qu'ils étaient violents. Non, mais quand ils ont posé leur fameux slogan rébellion sur la Tour Eiffel, donc leur grande affiche. Rebelle. Et rebelle, c'est vrai que c'est plus leurs militants qui se mettent en danger plutôt que eux qui ont une action dangereuse. Après, bon, est-ce que vous vous retrouvez un jour... Ce que je voulais dire, c'est que le fondateur d'Extinction Rébellion, lui, est dangereux. Quand on sait que quand il a parlé de il a été désavoué. Il a eu des propos effectivement il a été négationniste sur l'Holocauste. Oui, mais ça il a été désavoué par beaucoup aussi de. Je vais aller au bout, Jean-Marie, mais ça nuit également au mouvement. C'est vrai que son fondateur, qui est un Anglais, qui s'appelle Roger Hallam, son cofondateur, quand il a ce type de propos qui sont absolument scandaleux,
dessert le travail de tous ceux qui, en Angleterre, en France, occupent, parce qu'on se souvient tous, Occupy Wall Street, qui avait fonctionné, même si, hélas, ils n'ont pas été au bout. Il y a eu un autre mouvement en France, effectivement, Place de la République, où ils ont occupé le pavé pendant des nuits et des jours. Il y a eu une nuit debout aussi en France, dans nuit un debout, autre genre. C'est ça, voilà. exactement. Et donc, c'est vrai que ces actions militantes, moi, je pense qu'elles sont parfois utiles, parce qu'elles créent, elles suscitent le débat, le danger. Et là, je vais parler en tant que journaliste. Le danger aujourd'hui, malheureusement, c'est que les médias ne sont pas suffisamment responsables. Pourquoi ils ne sont pas responsables? C'est parce que malheureusement, sur les Gilets jaunes ou sur Extinction Rébellion, ils vont beaucoup plus parler des exactions, du fait que parfois, évidemment, il y a des débordements qui sont le plus souvent, c'est une dizaine de personnes, et on va focaliser là-dessus. Et on oublie le message. Le message, aujourd'hui, même si parfois, on l'a entendu tout à l'heure, il est à la fois radical et peut-être un peu gonflé quand même. Très gonflé, il n'empêche qu'ils essayent de tirer la sonnette d'alarme. Ce sont pour le coup, ce sont des lanceurs d'alerte. Ils mettent le point sur quelque chose qui est essentiel. Là où ça devient difficile, c'est qu'ils ne sont pas toujours entendus. Pourquoi ils ne sont pas entendus? Parce que malheureusement, parfois leur message, comme je le disais, est un peu, parasité, mais aussi parce que, et on le voit aujourd'hui, malheureusement, il y a des reculades du gouvernement. Là, vous parlez des néonicotinoïdes, effectivement. Pas seulement, il y a d'autres secteurs sur lesquels il a reculé, sur un certain nombre. Aujourd'hui, par exemple, sur la Convention citoyenne, 147 propositions qui ont été actées. Pour l'instant, on ne voit rien venir. Et je ne suis pas le seul à dire ça. Donc vous attendez aussi, vous allez peut-être un jour occuper aussi une avenue dans une grande ville, à Toulouse, à Marseille, ou même, pourquoi pas, à Paris, Morad Haït-Abouche. Restez avec nous, Henri Landès et Morad Haït-Abouche, parce qu'effectivement, vous dites que ce sont des lanceurs d'alerte, pourquoi pas, après tout, si on n'est pas là pour porter le jugement. Mais est-ce que vous avez vraiment envie d'écouter celui qui lance l'alerte et qui vous accuse de complicité de crime contre l'humanité, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas un côté un petit peu punitif aussi, qui aurait tendance à dégoûter une partie de l'opinion publique avec ce genre de message? On va en parler dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Les voix de l'environnement, comme tous les jeudis soirs sur Sud Radio, de 19h à 19h30, avec nos deux invités, Henri Landès, cofondateur de la Fondation Landestini, et Morad Haït-Abouche, réalisateur de la série Sale Temps pour la planète sur France 5 et vice-président du syndicat des agences de presse. On parle de la RONCE, on parle d'Extinction Rébellion, on pourrait parler aussi d'autres groupes. J'en ai pris deux en exemple parce qu'ils ont fait parler d'eux cette semaine. Les écologistes, alors je dis pas tous, effectivement, mais certains écologistes. Allez, on va resserrer un peu les boulons. Certains écologistes sont-ils en train de se radicaliser? Alors, tiens, on va poser la question à vous, Henri Landès. Quand vous tombez nez à nez, vous qui êtes un écologiste depuis très longtemps, vous tombez nez à nez avec quelqu'un qui, disons, pollue et s'en fiche un petit peu, ou n'a pas l'air d'être vraiment très enclin à changer de mode de vie pour protéger l'environnement. Comment vous lui parlez? J'imagine que vous essayez de le convaincre, mais qu'est-ce que vous allez lui dire et qu'est-ce que vous n'irez pas jusqu'à lui dire? D'abord, je pose des questions sur qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est ils expliquent un blocage. Et je leur explique que moi, j'ai surmonté plusieurs blocages aussi. Et cette expérience-là me permet de ensuite leur montrer que c'est pas si difficile que ça, si on a envie. Et ça donne beaucoup plus envie dans une discussion bilatérale que les stigmatiser. C'est ça. Ensuite, ce qui marche dans la prise de recul, de dire que la planète va mal, etc., c'était plus rare. Honnêtement, c'est moins ça qui marche que expliquer comment l'obstacle peut être surmonté. Pour les personnes un peu cyniques, voilà. Et par contre, à l'échelle sociétale, je suis pas sûr que la stigmatisation ou le punitif, comme vous l'avez mentionné, ne peut pas marcher de temps en temps. Parfois, c'est important que nous soyons en colère et que nous disions que les choses vont mal à cause de certaines actions, de certaines organisations, gouvernements, personnes, etc. Du coup, qui est-ce que vous avez... Il faut faire les deux. Alors, qui vous avez envie de stigmatiser, vous, Henri Landès? Depuis longtemps, ce que je dis en ce qui concerne l'action gouvernementale, c'est pourquoi est-ce qu'on a un ministère de l'écologie qui doit se battre contre tous les autres? C'est ridicule d'imaginer qu'une personne arrive au gouvernement et irrigue ce gouvernement avec une conscience écologiste. Qu'est-ce qui est normal dans une action efficace sur l'environnement? C'est quand chaque ministère se dise écologiste. Et c'est seulement à ce moment-là
que dans 10 ans, j'espérerais qu'il n'y aurait plus de ministre de l'écologie parce que ça voudrait dire qu'on l'a arrêté de mettre dans un compartiment et dans un poste si difficile de devoir aller lutter contre Bercy, lutter contre l'éducation nationale et surtout lutter contre le ministère de l'Agriculture. C'est créer une confrontation qui n'a plus lieu d'être. Il faut que ces 3 ministères, par exemple, soient des ministres de l'écologie aussi. Par exemple. Bon, ça après, si ça se résume à stigmatiser le gouvernement, ça reste un sport national en France, Henri Landès, donc c'est pas bien méchant non plus. Malgré tout, Morad Aïtabou... on peut parler des multinationales, hein, mais bon, ça aussi c'est un sport national depuis longtemps. C'est un sport, et pas que en France d'ailleurs, c'est un sport national depuis longtemps. Et pourquoi cette écologie, par exemple, et quand je dis écologie, c'est avec un grand E, donc en recoupant à peu près toutes les sensibilités, y compris en vous mettant tous les deux dans le même paquet. Pourquoi l'écologie, elle est perçue comme quand même punitive, voire vexante, par une partie de la population? Et ça, c'est un fait. Morad. Oui, c'est un fait, mais encore une fois... il n'y a que ceux qui ne veulent pas changer de mode de vie qui trouvent que c'est punitif. Il n'y a que ceux qui n'ont pas été convaincus de l'intérêt parfois d'avoir un mode de vie plus résilient. Moi, je ne blâme jamais. Je suis comme Henri, je pense qu'il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas blâmer. Il faut au contraire essayer, avec la pédagogie, de convaincre. Et là où je suis, moi, plutôt optimiste, même très optimiste, c'est que je pense aujourd'hui que ce sont les jeunes, les enfants, qui essayent non pas de contraindre leurs parents, mais qui essayent de les influencer pour avoir des actions beaucoup plus résilientes, avec des défis, des choses assez ludiques. J'étais à un débat samedi qui était organisé par Réseau Canopé, donc c'est le réseau de l'éducation nationale, et il y avait là tout un tas de professeurs des collèges comme du lycée, même de maternelle, qui essayaient de savoir quelle était la meilleure manière ludique d'apprendre et de sensibiliser les enfants à la question environnementale et à la question de l'écologie. C'est important. Et moi, je leur ai dit, ce qui est le plus important, c'est que quel que soit le cours en mathématiques, on peut parfaitement imaginer des exercices avec le réchauffement planétaire. En géographie, évidemment. En cours de français, évidemment, on peut prendre des textes qui sont liés à l'écologie, etc. Ça fera pas un peu beaucoup. Vous avez pas peur à un moment ou un autre qui est, comment dire, une petite overdose. Si vous allez par exemple dans la rue, n'importe où, que ce soit une grande ville ou un petit village, tout le monde entend parler, soit à la radio, soit à la télévision, malgré tout, du changement climatique. Quelle que soit la vie des Français, on peut dire que tout le monde en a entendu parler et sait qu'il y a au moins, à minima, débat sur un énorme problème. Oui, mais c'est comme le Covid-19, hélas. Aujourd'hui, on est dans une période anxiogène. Est-ce que je le changement climatique, c'est aussi une période anxiogène. Mais en rajouter, dans toutes les... Mais on n'en rajoute pas. Je pense comme un médecin, pardon Jean-Marie, mais comme un médecin, il faut à un moment être capable de faire le diagnostic. Le diagnostic, aujourd'hui, c'est le constat. On ne peut pas continuer comme ça. On va dans le mur, on est au bord du précipice, vous pouvez utiliser toutes les expressions connues. Hélas, vous êtes malheureusement au pied du mur. Ça veut dire quoi? À un moment ou à un autre, puisqu'il y a urgence climatique, il faut que les gens prennent conscience que c'est maintenant qu'il faut changer. Et encore une fois, je ne les blâme pas. Je ne dis pas que demain, ils doivent acheter une voiture électrique. Demain, il faut qu'ils vivent... comment dire, à l'époque de Néandertal ou des de Amish, Sapiens, comme avait dit le président de la République. Non, je crois qu'il faut y aller par étapes, mais ça commence maintenant. Et c'est pour ça qu'avec le réseau Canopé, je pense qu'aujourd'hui, l'éducation nationale doit de plus en plus sensibiliser les enfants, parce qu'on sait que les enfants sont les meilleurs porte-parole de cette question. Mais vous n'avez pas peur de l'accusation de bourrage de crâne sur l'écologie? Mais non, mais encore une fois, Henri le dit très très bien, c'est-à-dire qu'à un moment... Mais non, moi je suis convaincu aujourd'hui qu'il ne faut pas, changer les gens du jour au lendemain et avoir des pratiques écologiques. Et en parler dans tous les cours à l'école, c'est beaucoup. Ça soit une question. Il y a Serge Wimberg qui, sur les RSE, responsabilité sociale des entreprises. Exactement, disait de manière très juste, il faut plus qu'il y ait demain de direction de la RSE, il faut que tous les patrons irrigue à tous les niveaux, dans tous les services, la question de la responsabilité sociétale et la responsabilité environnementale. Le jour où on arrivera à ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est déterminé en haut, mais qui est accepté par tous, vous verrez que tout va changer. Et sans qu'on ait l'impression que ce soit imposé, par exemple. Exactement, je pense que c'est pour ça qu'il faut du dialogue, il faut de la pédagogie, il faut surtout expliquer aux enfants. Petite question pour vous quand même, Henri Landès, parce que vous avez une ferme, il faut quand même le rappeler. Vous avez un tracteur ou pas? Non. Non. Bon. Par contre, on est très heureux de l'utiliser et que des voisins fassent de l'entraide. Je découvre beaucoup l'usage
partager de machines sur les fermes grâce à ce qu'ils appellent des CUMA, c'est-à-dire ils mutualisent. Et on devrait faire ça dans toute la société. Quand on a des grands engins, quand on a des... il faut les partager, il faut arrêter de les acheter et les fabriquer. Ça crée du lien social. Ça s'est toujours fait, ceci. Qui n'a jamais partagé, emprunté la tondeuse de son voisin, par exemple. Oui, mais là, on est sur l'échelle. Là, on est sur l'échelle et la question. Vous m'avez demandé sur la mécanisation à outrance de l'agriculture. Et là, il n'y a pas besoin. Il faut qu'on sorte petit à petit d'une mécanisation nuisible et qu'on aille dans la mécanisation intelligente. Et pour cela, une partie de la solution, c'est de partager les machines pour qu'on arrête d'en fabriquer à gogo, comme on fait avec les téléphones portables, comme on en a parlé il y a 2 semaines. Effectivement. Pour arrêter de partager. Voilà. Un de vos autres combats. Merci à vous, Henri Landès, d'être intervenu sur Sud Radio, cofondateur de la Fondation Landestini. Merci Morad Daïtabouche, réalisateur de la série Sale Temps pour la planète sur France 5 et vice-président du syndicat des agences de presse. La suite des vraies voix qui font bouger la France. Parlons vrai avec les entrepreneurs dans quelques instants sur Sud Radio et sur Bismart. Vous retrouvez Stéphane Soumier.